de freelance parce que on s'est rendu compte ces derniers temps que il y a beaucoup de notions qui sont floues, beaucoup de choses qui étaient mal comprises, mal utilisées au niveau que ce soit au niveau du langage ou même sur tous les blogs internet. Et on a voulu un peu répondre à certaines questions un peu plus détaillées. Des fois aussi, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Que ce soit sur les blogs ou même sur des fois sur des sites ministériels. Donc, au programme aujourd'hui, on va redéfinir, en tout cas définir ce qu'est un freelance pour savoir comment on peut être reconnu dans son activité. Bien sûr, ça va inclure de pouvoir bénéficier de certaines aides et savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans son activité. Alors, au niveau des intervenants, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Maëlle pour ce webinaire, qui est la directrice de l'ORIF. Je fais également partie de l'ORIF en tant que chargé de développement. L'ORIF qui est un organisme de formation pour les professionnels libéraux. Et on est en partenariat avec Bureau Co, qui sont des bureaux de coworking basés un peu partout en France. Alors, qu'est-ce qu'un freelance en France? Un freelance, déjà, le mot freelance, vous le savez tous, c'est un anglicisme qui veut dire indépendant. Pourtant, aujourd'hui, bon, c'est assez compliqué de mettre une définition dessus. On a pu récolter un peu les définitions de différents sites, notamment Statista, qui est un petit peu le site qui est fait, qui est la référence au niveau des statistiques professionnelles en Europe, qui dit qu'une personne indépendante, c'est une personne freelance est une personne qui se caractérise en tant que travailleur indépendant. Donc, en 2018, il y avait 3,2 millions d'indépendants en France. Il considère donc qu'il y a 3,2 millions de freelances en France. Malte, je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi la référence au niveau des plateformes de freelancing pour mettre en relation les freelances avec d'autres professionnels qui comptent plus d'une centaine de milliers de freelances. Et elle se met un peu d'accord avec toutes ces plateformes de freelance qui considèrent que les freelances sont tous les travailleurs indépendants, hors profession manuelle, donc on va parler des artisans, et réglementés, qui sont les professionnels libéraux réglementés. On peut mettre dans le paquet les avocats, les médecins, les chirurgiens dentistes. Et si on reprend leur définition, eux arrivent à un nombre d'un peu plus d'1 million de freelances en France en 2019. Et il y a eu une explosion depuis 2009, notamment grâce, on le verra un peu plus tard, à la création du statut micro-entrepreneur, qui d'ailleurs est souvent utilisé quand on parle de son activité. Au niveau des définitions, sur les sites un peu plus institutionnels ou professionnels, enfin on va dire de référence, la Chambre du commerce et de l'industrie ne donne pas de définition et idem pour les trois autres. Donc la Chambre des métiers de l'artisanat non plus, l'URSSAF n'en fait pas du tout référence et l'INSEE non plus, alors qu'il y a quand même qui doit collecter quelques informations pour essayer au niveau des statistiques. Rien n'est dit. Et c'est pour ça qu'en fait, on pourrait les définitions sont très, très floues. En freelancing, il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers, souvent dans l'idée générale. Beaucoup de métiers du numérique, donc rédacteur web, blogueur, ça peut être des designers qui vont être ce qu'on appelle des nouveaux métiers, donc des métiers récents qui, je pense, dans 10 ans, je fais le même webinaire, il y aura encore plein de nouveaux métiers et souvent, voilà, ça s'accompagne du mot freelance. On est développeur freelance, comme par exemple consultant en freelance. C'est ces métiers du conseil qui peuvent être aussi en freelancing. Alors, évidemment, si on n'est pas freelance, on est quelque chose d'autre en tant qu'indépendant. Et ben, au niveau du statut, il y a 5 statuts qui existent en France. Donc, vous vous situez forcément dans l'un de ces 5 statuts. On est soit artisan, soit commerçant, soit agriculteur, soit professionnel libéral, soit artiste-auteur. Voilà, il faut savoir que dans tous les métiers que je vous ai cités avant, quand on est indépendant, on est situé dans ces professions. Et, par rapport à l'activité qu'on fait, pardon. Du coup, où est-ce que je me situe réellement aux yeux de l'État? Alors, pour faire simple, c'est très compliqué. Non, il y a beaucoup de choses qui sont dites
dans les phrases quotidiennes. Voilà. Quand on pose la question de l'activité de quelqu'un, souvent, ils nous répondent qu'ils sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, ils ont leur société, enfin, beaucoup de choses qui, finalement, vous le verrez juste après, ne veulent pas dire grand-chose, mais c'est important de recontextualiser la chose parce que il y a des choses qui sont apportées, il y a des aides qui sont apportées, il y a des organismes qui soutiennent les indépendants, mais il faut les savoir. Et souvent, quand on fait l'amalgame dans tout cela, on ne peut pas les connaître. Alors, petit schéma récapitulatif. Vraiment, je vais essayer d'aller au plus simple et au plus court possible. Pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des choix après qui se font en fonction de beaucoup de paramètres. Donc, pas besoin de rentrer dans les détails. Je me prends comme exemple en tant que salarié, qui est un peu à part, mais au moins pour que vous compreniez la base. Après, je vais donner l'exemple d'un libéral. Mon activité, ça commence de là, tout part de là. Mon activité, je suis chargé de développement au sein de l'ORIF. Donc, ça va déterminer mon statut de salarié, puisque je travaille pour l'ORIF. En structure juridique, je suis en CDD de 1 an, puisque je suis en contrat de l'alternance. Et enfin, le régime fiscal et social, c'est la façon dont je vais payer les impôts. Grossièrement, ça se passe comme ça. Maintenant, si je prends un freelance, un indépendant, je vais prendre le premier, le designer, par exemple. Le designer, ça va être son activité. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Il est designer. Cette activité, on va lui donner un statut. Ce n'est pas vous qui allez choisir votre statut. Donc vraiment, un designer, c'est un professionnel libéral, il faut le savoir. Ensuite, par contre, ce qu'on va choisir, c'est la structure juridique. Soit on va être en entreprise individuelle, soit en société. C'est la même chose pour les 5 statuts, hein. Il n'en existe que 2. Et ensuite, on va payer ses impôts en fonction de la structure juridique qu'on a choisie et on pourra choisir le régime. Et c'est là où le mot micro-entrepreneur intervient. Souvent, par simplicité des choses, on va sur la micro-entreprise, mais il en existe 2 autres. Soit le régime micro-BNC, BIC ou BA en fonction de son statut, soit le régime réel. On verra un petit peu les avantages, etc., un peu plus tard. Il faut savoir que, bon, là, je vous n'explique, il n'y a pas d'auto-entrepreneur, parce qu'en effet, le statut d'auto-entrepreneur a été remplacé par celui du micro-entrepreneur. Donc, c'est bien ça, hein. C'est bien ça. Voilà, voilà c'est quelque chose aussi, des fois, on utilise cette expression alors que ça n'existe plus. En tout cas, ça n'existe pas autant que vraiment l'activité freelance au niveau de l'État. Petit focus sur les professionnels libéraux. Je laisse Maëlle un peu en parler parce que là, c'est assez spécifique. Alors, petit aparté, juste par rapport à ce qu'Axel a pu vous dire sur la micro-entreprise et l'auto-entreprise, hein, comprenez bien la difficulté de comprendre ce qu'est un statut, ce que c'est une structure juridique, ce que c'est un régime fiscal. Et je précise bien que l'auto-entreprise, qui est aujourd'hui devenue la micro-entreprise, est bien un régime fiscal et social. Ce n'est pas un statut. Un statut, c'est vraiment notre activité qui détermine ce statut. Et on va faire un petit focus, bien évidemment, sur les activités que nous connaissons bien à l'ORIF-PL, qui sont les professionnels libéraux, pour vous expliquer à quel point les professionnels libéraux représentent en France plus de 500 activités, d'après la définition qui a été arrêtée, on va dire, récemment dans le journal officiel de la République française. La profession libérale, et notamment aux yeux de l'URSSAF, est déclinée en 3 catégories. La première catégorie, qu'on appelle les praticiens et auxiliaires médicaux, souvent on les reconnaît beaucoup lorsqu'on parle des professions libérales parce que c'est le médecin, c'est le chirurgien dentiste, c'est l'infirmier, c'est le masseur kinésithérapeute, les professionnels liés à la santé. Deuxième catégorie, les professions libérales qu'on appelle réglementées dans le sens où il faut absolument avoir un diplôme pour exercer cette activité professionnelle. C'est le cas de l'avocat, c'est le cas de l'expert comptable, du géomètre expert ou même de l'architecte. Et depuis peu de temps, notamment du fait de la diminution de certaines activités qui étaient afférentes à la caisse de retraite qu'on appelait la CIPAV, une nouvelle catégorie de métiers est apparue qu'on appelle les professions libérales non réglementées. En fait, cette catégorie de métiers apparaît au fur et à mesure, bien évidemment, de l'évolution de la société. Comme vous l'a précisé Axel tout à l'heure, de plus en plus, il y a des nouveaux métiers et je pense que vous faites partie de cette catégorie des nouveaux métiers, le numérique, le bien-être, la formation, le consulting, le coaching. Et aux yeux, évidemment, là, actuellement de l'URSSAF, vous êtes considérés comme des professions non réglementées, au même titre que voilà, les thérapeutes, les coachs, les consultants. Et donc, on verra à quel point cette différenciation est très importante, notamment par rapport à ce statut
qui va bien sûr vous demander des droits, des devoirs et des obligations. Alors, pourquoi on fait un petit peu ce focus d'ailleurs sur les professionnels libéraux? Parce que c'est vrai que quand dans l'esprit collectif, les professionnels, les freelances, pardon, sont des métiers qui appartiennent aux professionnels libéraux non réglementés, à bien 90% des cas. Et pour essayer de donner une réelle définition, la plus générale possible, parce qu'elle n'existe pas vraiment, cette définition, en tout cas, elle n'est pas définie réellement par l'État. Être freelance, c'est avant tout être indépendant. Donc, que ça soit artisan, commerçant ou libéral, c'est vous qui allez… c'est ce qui va être défini, pardon, en fonction de votre activité. Et c'est surtout pardon, un lien d'appartenance. Donc, c'est un sentiment d'appartenance, pardon, à une certaine communauté, parce qu'elle n'existait pas vraiment au niveau des professionnels libéraux non réglementés. Voilà, enfin, c'est pas quelque chose où on peut se sentir intégré, où on a envie d'y être, en tout cas. Donc, c'est vraiment un état d'esprit d'être freelance. Bien évidemment, il faut être professionnel, donc il faut être immatriculé et posséder un numéro SIRET pour pouvoir prétendre à être freelance. Voilà en ce qui concerne la partie freelance. Vous aurez pu mettre un petit peu plus de détails dans ce que ça peut être, en tout cas, on l'espère. Et avec ces différents statuts, avec ces différentes données, on pourra enchaîner sur les différentes aides. Mais avant, il y a une petite exception qui est faite, en tout cas sur le portage salarial. On vous dit souvent que pour démarrer votre activité freelance, vous pouvez faire du portage salarial. C'est une certaine sécurité. Donc, on vous dit que vous pouvez être freelance. Il y a même des plateformes qui permettent aux freelance de faire du portage salarial. Mais c'est un peu une fake news parce que quand vous êtes en portage salarial, il faut savoir que vous êtes salarié de l'entreprise. Vous avez d'ailleurs tous les avantages de l'entreprise. Vous avez la sécurité de l'entreprise. D'ailleurs, c'est souvent ce qui fait la différence entre un indépendant et un salarié, c'est la sécurité. Mais après, il y a un avantage avant de se lancer en freelance, c'est que vous pouvez travailler sur ce que vous allez faire plus tard. Hein. Je peux tester mon activité et vraiment savoir si je peux me lancer en tant qu'indépendant et des fois même récupérer quelques clients grâce à ce portage. Maintenant, passons aux aides. Maintenant que vous connaissez les différents statuts, je dis juste avant, et je laisse Mel en parler. Oui. Alors, pour conclure sur la première partie d'Axel, et c'est vraiment le but de notre message, c'est qu'on a trop souvent entendu parler « je suis freelance ». Et comme Axel vient de vous l'expliquer, cette notion de freelance n'existe pas actuellement. On est freelance, mais c'est cette manière d'exercer son activité en totale indépendance. Et ce qui va être vraiment très important pour vous, c'est au vu de votre activité professionnelle, de bien comprendre quel est le statut qui est rattaché. Et là, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter voilà, tout ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu voir sur en effet ces activités de freelance, d'indépendant, et de pouvoir, dans cette deuxième partie, comprendre quelles sont les aides dont vous pouvez bénéficier en tant qu'indépendant freelance. Alors, premièrement, on va parler des aides qui sont liées, je dirais, aux aides sociales et notamment une nouveauté que vous ne connaissez peut-être pas qui concerne les droits sociaux. Le site web du gouvernement mesdroitssociaux.gouv.fr a un excellent simulateur qui vous permet de répondre en moins de 10 minutes à plusieurs questions. Et ces différentes réponses vont vous permettre de savoir si vous pouvez ou pas solliciter des aides sociales qui vont être liées aux aides au logement, à la précarité et notamment à la prime d'activité. Vous savez, la prime d'activité, c'est une prestation sociale qui est destinée à fournir un revenu, notamment aux travailleurs les plus modestes. Et cette prime d'activité était souvent réservée à l'époque que aux salariés et depuis maintenant quelques années, depuis peu d'ailleurs, cette prime d'activité est aussi ouverte aux professions d'indépendants. Et ça, c'est très important de le savoir parce que certains, justement, freelance, indépendants, artisans, commerçants, professionnels, libéraux ne savaient pas qu'ils pouvaient prétendre à cette prime d'activité qui est versée par la CAF. Donc, n'hésitez pas à justement faire ses propres simulations pour vous sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr et aussi directement sur le site de la CAF où vous avez un simulateur. C'est vraiment la bonne info à retenir. On ne le sait pas, on ne vous le dit pas assez. Et ben nous, on est là pour vous dire justement toutes ces bonnes nouvelles. Dans les autres bonnes nouvelles, on va parler un petit peu plus du côté, je dirais,
financiers et qui sont les aides à la création, mais j'ai envie de dire aussi les aides au développement de votre entreprise. Là, certains sont déjà installés, d'autres sont encore uniquement porteurs de projets et l'État est là aussi pour vous aider et soutenir au niveau des indépendants pour vous permettre de développer ou au contraire de créer votre activité professionnelle. On va prendre en exemple la première aide qui est mobilisable lors de la création de l'activité, qui est une aide que vous connaissez peut-être, qui est octroyée par l'URSSAF, qui est l'aide ACRE, qui permet une exonération partielle des cotisations sociales. Comme vous le savez, quand on est indépendant, qu'on crée son activité, on doit évidemment s'acquitter d'une protection sociale et justement des cotisations sociales. L'aide ACRE permet justement de pouvoir, par le biais de l'État, prendre en charge pour vous certaines des cotisations sociales. Donc là où j'ai un point de vigilance à vous dire par rapport à cette aide-là, c'est que l'aide-là évolue. À l'époque, elle était sur 3 ans. Maintenant, on est sur sur le 3e trimestre civil suivant l'année et le trimestre où vous avez commencé votre activité. Il y a des conditions. Et toujours pareil, c'est en fonction du choix de votre régime fiscal qu'il y a des conditions au niveau de l'octroi de l'ACRE. Donc ça, c'est vraiment aussi la bonne chose à savoir, c'est que voilà, l'État est là aussi pour vous aider au développement de votre entreprise. Si vous êtes, autre cas de figure, demandeur d'emploi et que vous avez cette reconnaissance au niveau du statut de demandeur d'emploi, vous pouvez aussi bénéficier de 2 aides qui sont liées. Soit, premièrement, avoir ce qu'on appelle le maintien des allocations, c'est-à-dire que si, par exemple, vous percevez l'ARE ou l'ASS, vous pouvez continuer à percevoir ces aides tout en ayant aussi votre revenu issu de votre activité d'indépendant, ou au contraire, demander aussi un complément qui s'appelle l'ARCE, qui est un versement sous forme de capital, vous permettant aussi de créer et développer votre entreprise. Alors, je n'irai pas plus loin dans mon explication parce que je crois que Bureau Co a fait récemment un webinaire spécifique sur ce sujet où vous pouvez retrouver encore le live justement de disponible. Et bien évidemment, l'interlocuteur clé et Pôle emploi et votre conseiller pourra vous conseiller vraiment au maximum sur cette aide-là. Enfin, dernière chose, et c'est Petit Cochon au Riff qui vous dit ça, pensez aussi à toutes ces solutions financières qui peuvent être liées à votre activité professionnelle. On pense toujours à des solutions financières au démarrage de l'activité en disant tiens, j'ai besoin d'un renouvellement de mon matériel informatique, de locaux professionnels. Mais on ne pense pas aussi à tous ces prêts et ces subventions qui vont être là aussi pour développer votre entreprise. Donc, sachez qu'il existe une multitude de solutions financières. Je sais aussi que Bureau Co fait beaucoup de webinaires sur ces solutions financières. Je vous en parle un petit peu parce que c'est important de connaître aussi qu'il existe en effet ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur sont des prêts qui sont dits à taux zéro, c'est-à-dire sans intérêt, sans garantie, bien évidemment couplés également avec un autre prêt bancaire. Donc là, c'est tout l'importance évidemment des interlocuteurs, votre banquier, d'autres banques bien évidemment, mais des interlocuteurs tels que Initiative France, le réseau Entreprendre également et l'ensemble aussi des autres organismes. Je pense notamment à l'ADI qui est là aussi pour vous et pour vous aider à avoir vraiment une solution bancaire et vous permettre vraiment de créer votre activité en toute simplicité. Voici pour la partie aide. Je vais laisser la parole à Axel pour vous expliquer quelles sont vos aides et justement de quoi vous pouvez bénéficier lors de la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle qui est un peu plus notre domaine, puisque on le fait, et je vous expliquerai ce qu'on fait plus en détail tout à l'heure. Alors, il faut savoir que tous les indépendants et notamment les freelances, cotisent à l'URSSAF. Dans ces cotisations, il y a ce qu'on appelle la CFP, donc les cotisations à la formation professionnelle, et ces cotisations sont reversées aux différents fonds de formation. Donc, on a l'AGFIS pour les commerçants et certains professionnels libéraux non réglementés, le FIFPL pour tous les autres professionnels libéraux et le FAFSA pour les artisans. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire des demandes de financement sur des formations cœur de métier. Je prends l'exemple d'un paysagiste, par exemple, une paysagiste qui a besoin d'un logiciel en particulier, qui fait une demande de formation parce que c'est vraiment cœur de métier, c'est un logiciel fait pour les paysagistes, peut faire une demande de formation à son fonds de formation. On peut connaître son fonds de formation sur les attestations
à la cotisation de formation professionnelle qu'on retrouve sur le site de l'URSSAF. Et puis, vous êtes débloqué un budget prenant partiellement ou entièrement le financement. Ensuite, pour ceux qui dépendent du FIFPL, il y a aussi un autre budget qui est mis en place. Donc, c'est un budget plus pour les formations du chef d'entreprise. On pourrait y retrouver tout ce qui est comptable, commercial, bien-être au boulot, sur la communication, vraiment tout ce qui fait que votre activité va se développer. Et ça, tous les ans, vous avez 2 jours de prise en charge à 100%. Il n'y a que les ORIF de France qui peuvent les disposer. Donc, ça peut être intéressant. Dernière petite chose, et c'est dans le coin de l'écran parce que c'est un petit peu à part, c'est le crédit d'impôt à la formation. Alors, pourquoi c'est à part? Parce qu'en fait, je vous l'ai dit précédemment, il y a différents régimes qui existent et celui-là cette aide concerne les personnes qui sont au régime réel, donc ceux qui vont déduire leurs dépenses. Le crédit d'impôt à la formation, tout simplement, en fait, on va déduire ces impôts par rapport aux heures de formation qu'on a faites. Je m'explique. Imaginons, en tant que paysagiste, j'ai fait ma formation qui a duré 10 heures. Je pourrais déduire 10,15 € de l'heure de ma formation aux impôts. Donc, au total, je déduirai 115 € de mes impôts. Sachez juste qu'il y a un plafond de 40 heures pour cette aide. Alors souvent, juste pour conclure sur cette partie-là, souvent les indépendants ne savent pas forcément déjà d'une part qu'ils cotisent, notamment pour les micro-entrepreneurs qui ont un forfait social et ne se rendent pas forcément qu'ils cotisent à la formation professionnelle, ne savent pas non plus qu'ils peuvent réaliser des demandes de financement pour des formations qu'on appelle cœur de métier, toutes les formations qui vont être liées pour développer votre activité à vous. Et bien évidemment, cette nouveauté peut-être pour certains qui ne connaissent pas, pour tous ceux qui dépendent du fonds de formation du FIFPL, cette opportunité que vous avez de suivre jusqu'à 2 journées de formation par an au sein d'un ORIF. Donc, nous sommes l'ORIFPL Languedoc-Roussillon et vous avez plus de 90 formations qui sont là pour développer votre activité. On a aussi une petite particularité, notamment pour les porteurs de projets. Tu veux un petit peu en parler, Axel? Qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui sont porteurs de projets, c'est-à-dire qui n'ont pas encore évidemment payé cette cotisation? Alors, porteurs de projets, donc ceux qui vont créer leur activité ou même ceux qui ont créé leur activité depuis moins d'1 an, bien, il y a 5 jours cette fois-ci de formation qui sont pris en charge, qui vont reprendre un petit peu toutes les bases, tout ce que j'ai expliqué un peu en amont, mais dans le détail évidemment, pour pouvoir créer son entreprise sereinement. Ça peut être autant, on a 7 formations différentes qui comprennent une journée pour entreprendre en libéral qui là est le plus global. Et puis après, c'est des études de marché, c'est des budgets prévisionnels pour vraiment réussir au mieux son lancement d'entreprise. Voilà, et je vois que certains participants ont déjà bénéficié de nos formations, donc ils pourront attester bien évidemment de ces formations-là. Alors, dernier point peut-être sur justement cette partie des aides. Quelque chose que j'entends souvent au niveau des freelances, des indépendants, c'est en me disant « Ah mais Maëlle, de toute façon, si je suis malade, je touche rien ». Alors, comme tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt faux. Parce qu'en tant qu'indépendant, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle les indemnités journalières. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on appelle les indemnités journalières. Alors souvent, on connaît les indemnités journalières quand on a eu un passé de salarié. Quand on est indépendant, c'est une petite chose un petit peu différente. Il y a forcément des conditions. Première condition, il faut au minimum 12 mois d'affiliation. Donc, on va tous croiser les doigts pour que le jour où vous êtes indépendant, vous avez 12 mois pour pouvoir prétendre à ces indemnités. Donc, on va vraiment croiser les doigts pour que vous ne soyez pas malade pendant la première année de votre exercice en tant qu'indépendant. Deuxième chose à savoir, c'est lorsque vous êtes malade et donc que vous avez un arrêt de travail qui est prescrit bien sûr par votre médecin, vous allez le communiquer à l'interlocuteur qui est la caisse primaire d'assurance maladie et vous allez pouvoir bénéficier d'indemnités journalières. Ces indemnités journalières, bien évidemment, sont calculées par rapport aux revenus que vous avez déclarés sur les années précédentes par un calcul qui se fait sur 1 sur
directement sur 730e de votre revenu. C'est un petit calcul qui se fait, mais la caisse primaire d'assurance maladie pourra mieux vous communiquer, bien évidemment, ce montant, en sachant que le plafond est à 56,35 euros par jour concernant l'indemnité journalière. Donc, c'est sûr que si vous me dites que normalement, vous avez à peu près un revenu qui est, je ne sais pas moi, de 200 euros la journée, vous vous doutez bien que l'indemnité journalière n'ira que à ce plafond-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on a entendu, oui, mais moi je suis profession libérale et je ne peux pas prétendre aux indemnités journalières. Alors, sachez que l'UNAPL, et je les remercie justement à juste titre, s'est vraiment battue pour l'ensemble des professions libérales et a obtenu à partir du 1er juillet de cette année le versement des indemnités journalières à toutes les professions libérales qui dépensent de la caisse de retraite de la CNAVPL. Donc, c'est une grande avancée parce que c'était justement quelque chose qui pouvait faire peur aux indépendants en se disant, ma mince, qu'est-ce qui se passe comme quand je suis malade? Et comme je dis toujours, il y a être malade et être malade. C'est vraiment, je peux être malade pendant 2-3 jours, j'ai une petite grippe, je ne peux pas travailler et je vais me faire remplacer. Ou alors, je vais faire du snow à la montagne, je me casse le genou et pendant 3 mois, je ne peux pas exercer mon activité. Quand on est consultant, qu'on est formateur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a vraiment cette aide sociale qui est là pour mieux vous protéger. Mais tout à l'heure, Axel vous donnera une petite astuce pratique. Donc voici pour cette avant-dernière partie. Et donc pour finir sur la dernière partie, c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors là, on pourrait encore en parler des heures et des heures. Et sachez que dans mon activité professionnelle, j'entends toujours des tas de surprises sur ce que les indépendants font. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petits doutes, à dans l'onglet conversation nous poser des questions en disant tiens, est-ce que ça j'ai le droit de faire? Est-ce que ça, je n'ai pas le droit de le faire? Et on va faire un petit point avec Axel sur cette partie-là. Première chose à faire, et quelque chose qu'on vous conseille énormément, c'est de réaliser ce qu'on appelle des documents contractuels. Alors, les documents contractuels, qu'est-ce que c'est? C'est vulgairement ce qu'on appelle un devis, une lettre de motivation et des contrats. C'est tous des documents écrits qui vont vous permettre d'encadrer ce qu'on appelle la relation contractuelle. La relation contractuelle, c'est quoi? C'est moi avec mon client. Pour se mettre d'accord sur mon tarif, le prix, mes conditions de prestation de service ou de vente, les délais de règlement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Vous vous doutez bien que quand tout se passe bien, c'est génial. On n'est peut-être pas obligé de faire un écrit, ce qu'on se dit à l'oral, c'est super. Mais évidemment, moi je dis toujours, on prépare le divorce. Quand ça se passe mal, comment on fait, comment on se protège. C'est vraiment très important. Je vous invite d'ailleurs à regarder le webinaire qu'on avait déjà fait, nous, à l'ORIF, sur l'importance de ces documents contractuels que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Bien souvent, c'est quelque chose que les freelances ne font pas. Oui, mais je la connais très bien. Puis d'ailleurs, c'est mon ancien employeur. C'est la tante de ma nièce. Donc, forcément, c'est intéressant pour moi. Protégez-vous par des écrits pour vraiment vous permettre de pouvoir réaliser en toute simplicité ces documents. Voilà. Deuxième chose, c'est Axel qui va vous le dire. Je vois qu'il y a plein de questions, plein d'interrogations. On répondra à tout à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors, pour les interlocuteurs, évidemment, des fois, on ne vous les dit pas trop. Pas spécialement d'ailleurs. Hein. Souvent, quand on est là en micro-entreprise, toutes les cotisations, il n'y a que l'URSSAF qui est l'interlocuteur, alors qu'il y en a plein derrière, parce qu'après, c'est l'URSSAF qui redistribue toutes ces cotisations. Je pense notamment au fonds de formation, voilà, qui est un interlocuteur clé, la CPM, pour tout ce qui est du secteur de la santé, et en fonction des différents, je vous l'ai réexpliqué, hein, mais en fonction de votre statut, votre régime fiscal et social et votre structure, il y aura des interlocuteurs qui seront variés. Évidemment, il faut les connaître pour pouvoir bénéficier un maximum aux aides, etc. Et si vous avez des questions principalement, je prends l'exemple des impôts, c'est la DGFIP. C'est ça. DGFIP pour qu'ils répondent à toutes les interrogations et le plus rapidement possible, surtout si c'est urgent.
est Voilà. important. En fait, l'idée de trouver le bon interlocuteur, et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur cette notion de statut. Parce que c'est sûr que si vous êtes commerçant, vous n'allez pas forcément vous adresser au FIFPL, par exemple, ou à l'ORIFPL, parce que nous ne sommes pas en charge de cette catégorie de professionnels. Donc, c'est très, très important de connaître les bons interlocuteurs. Je sais que c'est une partie qui est difficile, parce que bien souvent, on a eu ce passé de salarié, donc on ne connaît pas. Bon, déjà, on ne connaît pas forcément bien les interlocuteurs aussi quand on est salarié, mais c'est difficile de connaître les bons interlocuteurs. En plus, on a plein d'acronymes différents, donc c'est difficile. Mais voilà, comme l'a dit Axel, de bien savoir que d'un point de vue social, voici nos interlocuteurs, d'un point de vue fiscal, voici nos interlocuteurs, d'un point de vue comptable, au niveau de la formation professionnelle, afin de pouvoir poser les bonnes questions au bon interlocuteur. Les interlocuteurs, c'est aussi eux qui peuvent vous assurer et vous protéger. Je pense notamment à tout ce qui est avocat, notaire, agent général d'assurance qui pourront protéger vos écrits d'une part. Ensuite, c'est plus pour les choses un peu quotidiennes, tout le monde y pense. Mais j'ai une petite piqûre de rappel, que ce soit le véhicule, que ce soit les locaux professionnels. Je peux rajouter quand même qu'il y a la RCP, la responsabilité civile professionnelle, qui est à prendre en compte. Et Maëlle vous en a parlé tout à l'heure, on peut aussi cotiser à une prévoyance. La prévoyance qui va vous aider en cas de pépin de santé, par exemple. On peut cotiser à cette prévoyance pour pouvoir avoir des indemnités journalières plus importantes, en tout cas un complément de revenus, et également une prévoyance retraite pour, une fois votre activité finie, pouvoir espérer une meilleure retraite grâce à des cotisations un peu plus importantes tout au long de sa vie. C'est vrai que ça, on n'y pense pas souvent au niveau de ne serait-ce que la responsabilité civile professionnelle, mais ça va aussi avec les documents contractuels. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous protéger, vous, en tant qu'indépendant. Vous avez une autre casquette, vous n'êtes plus salarié d'une entreprise ou du moins votre employeur va prendre l'ensemble des risques pour vous. C'est vous qui allez prendre des risques. Alors, ça va être justement à juger ce risque professionnel et notamment la prévoyance, ça va vraiment être là pour vous prémunir contre tout ce qu'on appelle les risques sociaux, que ce soit en effet la maladie, que ce soit également un tas de risques également qui peuvent malheureusement arriver dans votre activité professionnelle. Donc, il faut y penser, que ce soit au démarrage de la création d'entreprise. Et toutes ces choses-là font aussi écho à la dernière chose dont on doit vous dire, c'est bien sûr toutes ces obligations qui sont comptables, fiscales et sociales. Et tout cela est lié bien évidemment d'une part à votre statut, d'autre part à votre structure juridique et troisièmement à votre choix de régime fiscal et social. Par exemple, les obligations ne sont pas les mêmes si on est micro-entrepreneur que si on est dans un régime réel d'imposition. Par exemple, j'entends souvent, moi, Maëlle, moi je suis micro-entrepreneur, je n'ai pas de comptabilité à tenir. Ou on m'a dit que la comptabilité n'était pas à tenir. C'est totalement faux. Il y a une comptabilité à tenir qui n'est certes pas la même que celle où on est en société ou que celle qu'on est en entreprise individuelle, mais il y a quand même des obligations comptables, fiscales et sociales pour les micro-entrepreneurs. Je fais un petit aparté d'ailleurs pour vous dire que mardi prochain, on refait un webinaire sur justement les obligations des micro-entrepreneurs. Donc, si vous êtes micro-entrepreneur, n'hésitez pas à venir aussi pour la petite piqûre de rappel de tout ce qu'on a justement l'obligation de faire dans ces démarches comptables, fiscales et bien évidemment sociales. Maintenant, nous allons parler aux choses qu'il ne faut pas faire. Alors, tout ce qu'il ne faut pas faire, on va juste faire un petit aparté sur ce qu'on appelle la requalification d'un contrat d'indépendant en contrat salarié. On vous a expliqué tout à l'heure avec Axel l'importance de cette notion d'indépendance. La notion d'indépendance, elle se juge aussi à j'ai plusieurs clients, je fixe mes tarifs, je fixe mes horaires de travail. Si j'ai envie de travailler le dimanche de 11h à 20h, pas de souci. Par contre, si le mardi après-midi, je n'ai pas envie de travailler, aucun problème non plus. Et bien évidemment, souvent, on s'est posé cette question-là pour certains indépendants de se dire, comme ils exerçaient auprès d'un seul client, que ce client, en plus, bien évidemment, apportait plus de 95% du chiffre d'affaires. En plus, sur un chiffre d'affaires qui paraît très cohérent. Que cet indépendant travaille dans les locaux de l'entreprise, que d'ailleurs, l'entreprise, c'est même l'ancien employeur de l'indépendant, que les règles de travail sont exactement les mêmes que l'ensemble des salariés, les horaires sont les mêmes, les tarifs sont plus fixés par le client que par vous en tant qu'indépendant.
tout de suite, l'URSSAF va se poser la question en se disant, mais en fait, cette personne-là devrait être salariée de l'entreprise et ne pas travailler en tant qu'indépendant. Et il y a ce qu'on appelle la requalification du contrat d'indépendant en contrat salarié. Et bien évidemment, c'est risqué pour vous et risqué, bien évidemment, pour cette entreprise-là. Et vraiment, on insiste là-dessus parce que je le vois souvent, notamment dans les démarrages d'entreprise. L'inquiétude que vous devez avoir, vous, en tant qu'indépendant, c'est que vous êtes indépendant et vous n'êtes pas salarié, donc vous n'avez pas les congés payés, vous n'avez pas, par exemple, des indemnités journalières que les salariés peuvent avoir, la mutuelle, les tickets restaurants, tous les avantages, bien évidemment, qu'on peut avoir en tant que salarié. Donc, protégez-vous bien, faites bien attention, c'est pour ça que c'est hyper important. Je renvoie à ma petite astuce de l'importance des documents contractuels pour bien voir que vous exercez bien, et ça c'est super important, hein, cette notion de freelance et cette notion d'indépendant, en totale indépendance. Ensuite, petit conseil, c'est ne foncez pas à tête baissée sur vos différents statuts et régimes. Pourquoi on le dit? Tout simplement parce que, encore une fois, sur Internet, on trouve de tout et de rien et on vous dit que vous serez en entreprise individuelle, micro-entreprise. Et voilà, c'est quelque chose à ne pas faire, évidemment. Faites un budget prévisionnel, faites une étude de marché, regardez vraiment toutes ces notions-là pour prendre en considération vos dépenses, parce que vos dépenses et bien évidemment votre chiffre d'affaires, parce que c'est tout ça qui va potentiellement, qui va influencer en fait toutes ces données. Euh, Bien évidemment, tout est modifiable. Enfin, le régime fiscal et social est modifiable, euh, mais il y a un certain délai. Il y a un certain délai et des obligations à respecter. Par exemple, si on s'est précipité dans le régime de la micro-entreprise, on peut quand même passer au réel et inversement. Voilà, l'importance en effet de ces études, hein, qu'on dénomme peut-être un petit peu lourd, hein, lorsqu'on parle d'études de marché, de budget prévisionnel. Bon, ceux qui nous connaissent savent à quel point c'est hyper important. Déjà pour lorsque vous commencez votre activité, être vraiment dans déjà le régime qui vous correspond le mieux et éviter de changer, de modifier 2, 3 mois après votre immatriculation. Bien évidemment, comme vient de vous le dire Axel, rien n'est figé. Rien n'est figé, ça veut dire qu'on peut changer, on peut évoluer. Mais bon, il y a des conditions, il y a des délais, et puis quelquefois, c'est un peu fastidieux pour vous aussi de changer. Donc, c'est super important, cette partie-là, de pouvoir, en amont de votre immatriculation, pouvoir définir vos tarifs, vos prix, votre communication, votre cible, vraiment avoir une idée de qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous n'allez pas faire, et aussi avoir ce qu'on appelle un plan d'action. C'est de se dire, tiens, pour l'instant, j'aimerais bien me développer sur les réseaux sociaux, mais bon, je ne connais pas grand-chose dans les réseaux sociaux. Je ferai ça 6 mois après le démarrage de mon activité. Ah, puis tiens, qui peut m'aider à me développer sur les réseaux sociaux? Tiens, Maurice propose une formation de développement sur les réseaux sociaux. C'est ça vraiment l'étude de marché. J'insiste souvent sur le fait que vous allez être chef d'entreprise, donc il y a des décisions qu'il va falloir prendre, et c'est pour ça que des fois de foncer trop rapidement, malheureusement, vous n'avez pas cette visibilité. Comme foncer trop rapidement, attention bien évidemment aux arnaques qui sont en cours. Alors là, il y en a une multitude de la part de certaines entreprises qui sont frauduleuses, bien évidemment, qui vont vous demander d'apparaître sur, je ne sais pas, le répertoire des professions libérales ou le répertoire de la création d'entreprise. Dans le sens où vous êtes créateur d'entreprise, vous ne savez pas, vous dites, tiens, pourquoi pas, pour une meilleure visibilité, puis au final, vous vous rendez compte que sur le bas de cette proposition. C'est une entreprise qui n'est pas du tout domiciliée en Europe. Alors attention à ça. Nous, on a créé, par exemple, pour les professionnels libéraux, un groupe Facebook qui s'appelle la communauté au RIF, où justement, on vous dit, dès que vous recevez un papier, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous le scanner, à nous l'envoyer et aussi avertir tous vos confrères en disant non, ça, il ne faut pas payer, ça, ce n'est pas forcément utile. Alors, on en reçoit beaucoup à la création, on va dire dans les premières années de sa création d'entreprise. Je vous garantis qu'on en reçoit tout au long de votre activité. C'est aussi sur votre téléphone portable. Donc, il existe des petites astuces pratiques. Je pense notamment au site Blocktel qui permet de bloquer justement votre numéro de téléphone contre justement toutes ces entreprises qui vont venir vous démarcher. Alors, ce n'est pas une arnaque, mais c'est du démarchage et qui peut justement vous ralentir ou un petit peu vous agacer dans votre activité professionnelle. Je rebondis forcément sur la RGPD parce que ces arnaques ne la respectent pas forcément ni les démarchages commerciaux. Souvent, c'est une notion qui est prise un peu à la légère
parce que la RGPD, elle concerne vraiment toutes les informations privées, que ce soit le nom, le prénom, bien évidemment l'adresse mail et le numéro de téléphone de son client, savoir ce qu'on en fait, avoir les différentes autorisations par rapport à la suppression des données, à l'utilisation des données. Est-ce que je peux lui envoyer des mails commerciales ou pas? Et vraiment, c'est important de le prendre en considération sur des choses à respecter, en tout cas de ne pas en abuser, parce qu'il y a une certaine éthique à respecter dans le monde du travail et je pense que tout le monde le sait bien. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on connaît tous aujourd'hui, qu'on pense tous respecter, mais qui reste quand même assez flou sur certains points. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir la main dessus. Voilà. Donc, avant de conclure, on va juste reprendre des vrais faux, des choses qu'on a pu entendre, qu'on a pu voir, pour un peu recentraliser toutes les informations. N'hésitez pas aussi, si vous pensez avoir une vérité vraie, de pouvoir nous la noter ou quelque chose où on m'a dit que, n'hésitez pas et on vous dira justement si c'est vrai, si c'est faux. Alors, première chose qu'on a déjà pu entendre, c'est je suis freelance et comme je suis freelance, je ne paye pas la TVA. Bon, alors j'adorerais pour vous pouvoir vous dire que c'est vrai. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire que c'est vrai parce que le régime de la TVA, donc la TVA, c'est quoi? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt directement sur vos prestations de services ou vos ventes de marchandises. En fait, ce n'est pas le fait d'être freelance, d'être indépendant, d'être artisan, d'être commerçant, d'être profession libérale qui fait que vous payez ou non la TVA. C'est très, très lié à votre régime fiscal. Il y a des plafonds. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'un professionnel qui est en prestation de service, un consultant. Il a ce qu'on appelle une franchise en base de TVA. Cette franchise en base de TVA, son plafond est de 36 500 € sur l'année civile, ce qui veut dire que si ce professionnel encaisse moins, il est ce qu'on appelle en franchise de base de TVA. Donc oui, là, il ne paye pas la TVA, mais ce professionnel peut très bien choisir quand même d'être redevable de la TVA. À ce compte-là, le régime micro-entrepreneur n'est pas adapté à lui. Ça servirait à quoi d'être redevable de la TVA? Ça peut vous aider dans votre étude de marché. C'est très utile également si, par exemple, vous achetez beaucoup de biens qui sont également soumis à la TVA. Donc, vous voyez, c'est une fausse croyance de dire « je suis freelance, je n'ai pas de TVA ». Je connais des micro-entrepreneurs qui ont 60 000 € de chiffre d'affaires en prestation de services et donc qui ont l'application de la TVA parce qu'ils ont dépassé le seuil de franchise en base. Donc, attention à ce que vous pouvez entendre sur le mécanisme de la TVA. Deuxième chose, c'est je suis micro-entrepreneur et donc je cotise rien à la retraite. Alors, on a bien compris, quand on est micro-entrepreneur, on est indépendant, donc oui, on peut faire partie de cette catégorie des freelances. Eh bien, c'est faux. Bien sûr que oui, vous cotisez à la retraite. Bien sûr, vous cotisez dans des conditions qui sont différentes du régime salarié. La seule chose qui peut quelquefois vous perturber, c'est que quand on est micro-entrepreneur, on paye un forfait social de cotisation qui regroupe la maladie, la santé, la famille et la retraite. Et comme vous payez le tout à l'URSSAF, c'est l'URSSAF qui va dispatcher ensuite aux différentes caisses, on l'a vu tout à l'heure, la CPAM, le fonds de formation par exemple, la CAF et également votre caisse de retraite. Donc oui, en tant qu'indépendant freelance, vous cotisez à la retraite. Par contre, bien évidemment, en fonction de votre régime fiscal, en fonction également du montant des recettes que vous allez encaisser, bien évidemment, j'oublie l'essentiel, en fonction de votre caisse de retraite, bien évidemment, les taux, les modalités, les validations des trimestres de retraite ou des points sont différents. Donc, je vous conseille bien évidemment, comme vous l'a dit Axel, de bien identifier votre interlocuteur pour savoir quelles sont les différentes choses. Et aussi, peut-être pour petit point en plus supplémentaire pour la prévoyance, anticiper du coup toutes ces retraites et maladies en fonction de ces votre cotisations. Situation aussi personnelle, bien évidemment. Autre chose, on me dit, tiens, je suis freelance, je fixe mes propres tarifs. Et oui, bien évidemment. Le fait d'être indépendant, d'être freelance, d'être micro-entrepreneur, d'être profession libérale, par exemple, c'est que vous êtes tout à fait dans la liberté de fixer vos honoraires, vos tarifs, exception faite quelques professions très réglementées, notamment par rapport aux médecins secteur 1 ou masseurs-kinésithérapeutes. Mais pour tous les autres, vous êtes tout à fait libre dans la façon de pouvoir fixer vos honoraires et vos tarifs. Et là, j'insiste sur le fait que
Fixer des honoraires et des tarifs, c'est très compliqué. Ce n'est pas parce que vous allez dire, bah, tiens, mon concurrent fait 50 € de l'heure, donc moi, je vais faire 50 € de l'heure. Tout va dépendre, bien sûr, de votre domaine d'expertise. Et derrière, il y a la question de la rentabilité. Est-ce que vous allez aussi additionner, par exemple, les frais de déplacement que vous allez effectuer? Est-ce que vous avez des tarifs qu'on appelle d'appel? Est-ce que vous avez des tarifs sur plusieurs séances? Ça, c'est vraiment la partie qu'Axel vous a présenté tout à l'heure, de l'étude de marché, de vraiment réfléchir à ces honoraires, à ces tarifs, pour ensuite avoir la rentabilité de votre activité. Et enfin, dernière chose que j'ai déjà entendue, je suis micro-entrepreneur, je suis indépendant, je suis freelance et je n'ai pas le droit d'embaucher du personnel. C'est totalement faux. Évidemment, en tant qu'indépendant, freelance, micro-entrepreneur, vous avez le droit d'embaucher du personnel. Bien évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais vous conseiller au niveau du choix du régime fiscal, parce que, comme vous le savez certainement, lorsqu'on est micro-entrepreneur, on ne peut pas déduire l'ensemble de ses dépenses professionnelles. C'est un abattement forfaitaire en fonction de votre statut qui va s'appliquer, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Pourquoi? Parce que vous avez un numéro SIRET, vous êtes indépendant, vous allez avoir évidemment les obligations qui sont liées aux entreprises, donc vous pouvez recourir à du personnel salarié, comme d'ailleurs recourir également à des stagiaires qui pourraient vous aider dans certaines missions. Mais bien évidemment, il y a la casquette sociale qui va s'appliquer, c'est qu'il y a des règles lorsqu'on embauche des salariés et également lorsqu'on a recours à des stagiaires avec des conventions bien sûr de formation pour le salarié, un contrat de travail, la déclaration auprès de l'URSSAF et bien sûr toutes ces choses qui sont itinérantes à ces obligations-là. Mais ne pensez pas que vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit. Dans certains régimes fiscaux, ce n'est pas forcément conseillé. Et si vous pouvez le faire, bien évidemment, adressez-vous aussi à des interlocuteurs, des experts comptables, les avocats en droit social qui sont là bien sûr pour vous aider à tout cela. Maintenant, nous allons passer à la partie conclusion avant évidemment de vous remercier. Bon, pour conclure, voilà, vous avez compris que tout ce qui était régime fiscal et social, c'est hyper important, notamment pour les freelances qui se lanceraient un petit peu hasardeux et qui n'auraient pas toutes les informations clés en main. Vous voyez que ça permet de prendre en considération plein de choses vraiment. Le régime de la micro-entreprise, ce n'est pas forcément quelque chose qui avantage tout le monde. Donc, réfléchissez bien. Évidemment, l'ORIF est là pour vous aider, pour vous donner toutes les informations nécessaires, que ce soit dans les formations, mais vu qu'on a un centre aussi de formalité, on pourrait appeler nous tout simplement pour répondre à toutes les questions. Et si on n'a pas la réponse et si on n'est pas le bon interlocuteur, on pourra vous rediriger sur le bon interlocuteur. On peut peut-être déjà vous remercier et puis suivre toutes les actualités de l'ORIF et de Bureau & Co sur les différents réseaux sociaux, sur les sites internet pour savoir tout ce qui se fait. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément rentré dans le détail technique, mais il y a eu du technique quand même, parce qu'on est bien obligé d'avoir des notions un peu plus spécifiques, surtout quand on parlait de micro-entreprise, peut-être que ce n'était pas en adéquation avec vous, votre définition de la micro-entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un petit récapitulatif. Et voilà, donc n'hésitez pas, on va commencer à répondre aux questions, aux premières questions du chat. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire. Alors peut-être avant de répondre aux questions, vraiment peut-être un message à faire passer. Alors peut-être pour ceux qui sont déjà passés par l'ORIF, je crois que pour vous, ça c'est assez clair, le fait d'être profession libérale, mais c'est peut-être à tous ces professionnels qui ne connaissent pas en fait les activités libérales. Hein. J'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment votre activité, votre métier qui va déterminer votre statut. Et bien souvent, comme il y a cette incompréhension autour de cette définition de freelance, hein, j'ai déjà vu des personnes qui se mettent consultant freelance, j'ai déjà vu des personnes qui vont indiquer qu'ils sont commerçants freelance. En fait, comme vraiment vous l'a dit Axel, ce nom de freelance n'existe pas en tant que tel. On comprend derrière qu'être freelance, c'est simplement être indépendant. Et vraiment, cette catégorisation du statut, c'est important pour nous parce que ça va vous permettre, bien évidemment, de bien connaître vos droits et vos devoirs. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce vraiment vrai, faux, pour essayer de comprendre ce dont vous pouvez prétendre. Mais voilà, vous qui êtes indépendant, vous avez sûrement autour de vous des amis, de la famille qui aussi peut-être est freelance et peut-être indépendant. Et n'hésitez pas à vraiment leur faire passer ce message en disant « Ok, c'est comme si moi je dis que je suis salarié.
c'est super, je suis salariée, mais j'ai 50 000 casquettes en tant que salariée. Donc, c'est mon activité. Je suis directrice d'un organisme de formation. Et mon statut, c'est être salariée. Donc, vraiment essayer voilà, de pouvoir faire ça. Alors, pour répondre à certaines questions, pour certaines questions aussi, je vais demander une petite précision, notamment par rapport à Angélique, qui pose la question de la RC. Est-ce qu'elle parle vraiment de la RCP? Oui, bonjour. Bon, Oui, du coup, j'ai sur mes conditions générales de vente mon avocat qui m'a marqué numéro RCS, je crois. Ma RC Pro, je l'ai avec mon assurance, ouais. mais je suis censée avoir un numéro RCS, il me semble, En fait, à marquer. ouais, si c'est RCS, c'est Registre du commerce et des sociétés. Ok, et ça, je Voilà. le trouve. Alors, en fait, ce numéro, généralement, s'applique lorsqu'on est une société. Votre numéro SIRET peut suffire, hein. D'accord, ok. D'accord. Après, Ok, ça voilà, marche. la RCP, c'est autre Oui, chose oui, sur oui, cette. oui. Mais la RCP, je l'ai, ça, c'est tout bon. C'est tout géré. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vont être liées un petit peu à ce webinaire? Bon, je vois que vous êtes peu nombreux, donc vous avez justement toute cette opportunité de pouvoir répondre si vous avez des questions. En tout cas, je suis ravie de revoir certaines personnes voilà, qui sont déjà passées par l'ORIF. J'espère qu'on a voilà, répondu un maximum à vos interrogations. Alors, comme toujours dans les webinaires, on pourrait vous en parler pendant 15 heures avec Axel de tout ce qu'il faut faire, ne faut pas faire. C'était vraiment voilà, des petites piqûres de rappel qui font du bien, parce que quand on est indépendant, des fois, on se sent un peu seul et on vous dit tellement de choses qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, vous avez l'ensemble de nos coordonnées, que ce soit sur les réseaux sociaux, bien évidemment notre adresse mail. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, si vous êtes micro-entrepreneur, on a un webinaire spécifique qu'on anime avec notre partenaire l'ARAPL mardi prochain, même heure, 12h30. Notamment aussi ce fameux webinaire qu'on avait fait sur les documents contractuels qui peuvent vous permettre aussi d'en savoir beaucoup plus sur les obligations des devis, des lettres de mission, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre. Et on reste encore quelques minutes, seulement 2 minutes, parce que je sais que le temps est précieux pour Bureau Co aussi derrière. Si vous avez d'autres questions, et en tout cas, avec Axel, on vous remercie beaucoup d'avoir été présent et de nous avoir écoutés avec tant d'ambition sur ces activités-là. Oui, peut-être une autre question. Oui. Alors, j'entends Marine qui veut peut-être parler. Moi, j'avais une petite question. Oui, oui, j'avais une question et je vois qu'il y a la main de Angélique qui est levée. En fait, je voulais savoir. J'ai un ami qui a donc créé sa micro-entreprise avant de quitter son emploi en tant que salarié. Ensuite, il s'est également inscrit à Pôle emploi puisque tout en ayant son activité de micro-entreprise, il voulait retrouver un emploi en tant que salarié. Et en fait, le fait qu'il ait créé sa micro-entreprise avant de faire la demande d'aide à Pôle emploi, il a pu vraiment avoir l'aide Pôle emploi dans sa totalité, tout en ayant son chiffre d'affaires par la micro-entreprise. Quel que soit en fait ce que sa micro-entreprise lui apportait, il a pu toucher son aide Pôle emploi du fait d'avoir créé sa micro-entreprise avant de quitter son emploi salarié. Est-ce que c'est quelque chose d'habituel ou pas? Parce que j'avais enfin en tout cas, je pensais que Pôle emploi complétait en fonction de ce que l'on touchait. Et là, il a pu tout avoir. C'est une petite exception. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas en parler plus parce que ça, c'est vraiment de la compétence de Pôle emploi et la convention là, est en train d'être modifiée. Donc, en fait, on ne peut pas faire de généralité sur cette question parce que ça dépend d'un tas de caractéristiques, notamment sur le fait de sa motivation d'inscription à Pôle emploi et notamment du fait de la fin de rupture de son contrat. Est-ce que c'était une démission? Est-ce que c'était une rupture conventionnelle? Est-ce que c'était un licenciement économique? Mais j'ai déjà entendu en effet cette particularité-là, que certaines personnes puissent en cumuler en fait l'intégralité des aides sans prendre en compte le revenu d'indépendant à des conditions qui sont très, très strictes. Voilà, on ne peut pas faire une généralité et surtout, je ne me permettrai pas de le faire parce que pour le coup, comme l'a dit Axel, le bon interlocuteur, c'est Pôle emploi, ce n'est pas nous. Bien sûr. D'accord, merci. Je vois qu'Angélique a une question. Oui, c'était juste, moi je suis du coup paysagiste en libéral, Ouais. donc je suis pas à la MSA
Et D'accord. j'ai une entreprise de paysagiste qui, elle, est à la MSA, qui voudrait me faire travailler de temps en temps sur le terrain. Est-ce que j'ai le droit D'accord. de faire ça ou pas? Ah, je vous reconnais. Je me disais bien, ça me parle. Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu plus difficile de répondre à cette question et je ne me permettrai pas de le faire parce qu'il y a d'autres personnes et c'est une question très Oui, oui, personnelle. oui. Mais promis, Angélique, je vous rappelle cet après-midi pour répondre à Ok, cette question. ça marche. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. De rien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Bon, bah, écoutez, on va mettre fin à ce webinaire. Nous, on vous remercie de ça et on vous souhaite vraiment à bientôt, Cédric. Merci Cédric. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions qui vous traversent l'esprit, n'hésitez pas à nous appeler. On fera en sorte d'y répondre. Encore une fois. Allez.